Bienvenue dans Faut qu'on en parle, la suite. Après 2 heures de débat intense et captivant, nous prolongeons la discussion avec 20 minutes de bonus pour explorer davantage ce sujet qui nous concerne tous, l'addiction aux écrans et la cyberdépendance. Nos invités en plateau ont partagé leurs analyses, leurs conseils et des témoignages marquants sur les impacts de cette dépendance, que ce soit sur le plan psychologique, social ou familial. Mais faut qu'on en parle la suite. C'est aussi l'occasion de découvrir les coulisses de l'émission et de révéler ce qui n'a pas été dit. Bien sûr, je suis toujours en compagnie de Luc et de nos experts invités. Nous avons conclu l'émission avec un mot-clé résumant le débat. Alors pour débuter cette suite, nous allons faire un tour de table. À chacun de nos invités, je pose donc cette question. Quel aspect de la cyberdépendance mérite encore d'être approfondi ? Élodie ? Je sais pas. On a fait le tour pour toi ? Je pense qu'on a fait le tour et pourtant on a beaucoup de choses. On avait beaucoup de choses à dire. Ouais, je pense que en effet, c'est un sujet qui est tellement vaste que j'ai du mal là à donner. On va demander déjà à Victor, par exemple. Passer. Alors, je réfléchis 2 secondes. On fait un tour de table. Oui, en fait, on a tout dit alors. J'en aurais un peut-être à aborder, c'est par rapport à notre capacité à se représenter le monde et à s'informer, en fait. Oui. Donc, en fait, les algorithmes, pour effectivement nous faire passer du temps sur les plateformes, vont avoir tendance à nous proposer en fait des informations qui sont clivantes, sensationnelles, ce genre de choses. Il y avait une étude qui avait été réalisée qui montrait que sur Twitter, en fait, à chaque fois qu'on rajoutait un mot à caractère émotionnel dans un tweet, on augmentait la probabilité que ce tweet soit retweeté de 17%, en fait. Donc, en gros, le clic, faire cliquer les gens, c'est créer de l'émotion, c'est créer du sensationnel, ce genre de choses. Et donc, ce qu'on voit aussi, c'est les conséquences collectives en fait de ce modèle de l'économie de l'attention et de l'addiction. C'est que en fait, c'est en train d'éroder nos systèmes démocratiques et notre capacité à se représenter le monde. Donc ça, je pense que c'est un problème qui est extrêmement important. Pour donner un autre exemple, c'est Amnesty International qui accuse justement Meta d'avoir contribué en fait à un génocide au Myanmar, puisque là-bas en fait tous les gens utilisent Facebook, c'est la porte d'entrée d'Internet. Et on a remarqué que pendant justement le conflit là-bas, il y avait aucun modérateur de Facebook et les algorithmes ont proposé massivement des appels à la haine, des attaques violentes, etc. Donc ça a des conséquences vraiment concrètes et gravissimes justement nos nouveaux systèmes informationnels gérés par les réseaux sociaux. Et pour les jeunes, ça pose des problèmes juste de représentation du monde. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux ? Il est complètement biaisé, il est borné avec des œillères. C'est ça. Ouais. Et donc, ce qu'on peut remarquer chez certains jeunes, c'est une sorte de nihilisme épistémique, une sorte de sentiment que, en fait, dans tous les cas, on ne pourra pas obtenir la vérité sur les réseaux sociaux. Donc, dans ce cas-là, à quoi ça sert de s'informer ? Ça, c'est une des conséquences. Après, une autre conséquence, c'est tout simplement les fake news, la désinformation. Donc, on a des fausses informations. Et il y a aussi ce phénomène des mute news qui est plus du côté... en fait, il y a tellement d'informations sur les réseaux sociaux que les informations importantes sont cachées. Et c'est des informations plus triviales qui nous sont proposées. Mylène, un avis sur quelque chose dont tu aurais voulu parler malgré que tu n'as pas de voix. Je sais pas. Moi, je suis très intéressé parce que ce que nous explique Victor, c'est peut-être moins ma porte d'entrée. J'ai l'impression que mais là, il faut en avoir conscience, en fait, clairement. Oui. Ouais. Mais je trouve qu'on a bien brossé tout ça. Moi, ma porte d'entrée, c'est plutôt les familles, les parents. Et qu'est-ce qu'on fait de ça, individuellement ? Comment on les aide ? Comment on va expliquer tout ça à des ados aussi, collectivement ? C'est un peu ça, moi, je pense, qui peut être intéressant aussi. On fait des constats et après. Ce qui me vient aussi, c'est le rôle des créateurs de contenu dans toute cette industrie. En fait, on n'en a pas parlé. Et c'est vrai que tout est pensé et créé pour maintenir l'auditeur, j'allais dire, celui qui visionne le contenu. Il y a plein de stratégies, en fait, et tout est fait pour manipuler, d'une certaine manière, la personne qui visionne. On a tendance à le faire, forcément. Ouais.
C'est qu'en fait, les créateurs de contenu utilisent plein de stratégies. On appelle ça des hooks, par exemple, mais des hooks qui sont parfois subtils. C'est-à-dire que de base, un hook, c'est une technique d'accroche. C'est une phrase qu'on va utiliser pour capter l'attention très rapidement. Parce qu'en fait, c'est une industrie qui fonctionne sur l'attention. Donc, chaque créateur va utiliser le meilleur hook pour avoir l'attention et générer un maximum de vues et un maximum, malheureusement, de cash. Parce que tout est monétisé aujourd'hui sur Internet et dans cette industrie de la création. Et en fait, il y a même des hooks qui sont visuels, auditifs, des choses qui sont presque d'ordre subliminal aujourd'hui. Des petites notes de musique, quelque chose. Un peu comme les notifications qui font gling, un certain son. Et donc, finalement, à travers ce sujet de la dépendance, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de manipulation de l'attention. Sylvain, un mot ou quelque chose à rajouter aussi? Non, je veux rejoindre tout le monde sur tout ce qui a été dit et également vraiment sur les besoins avec un B majuscule des jeunes, des enfants, sur l'attention, sur la sécurité, sur les apprentissages et voilà, et prendre en compte surtout l'environnement familial et du jeune et voilà, et faire aussi beaucoup contrairement à ce que j'ai beaucoup pu faire, beaucoup d'urgence, tout ça en famille, cette disponibilité, mais cette question de la prévention, de la sensibilisation et dès le plus jeune âge, je pense qu'on peut continuer à s'investir là-dessus. Peut-être par rapport à ça, sur la prévention, on travaille pas mal sur la prévention des conduites addictives en général, et on se rend compte qu'avec les enfants, ce qui fonctionne, c'est pas de leur dire que le tabac c'est mal, mais plutôt travailler sur les compétences psychosociales, c'est-à-dire leur donner les informations et les moyens de se positionner, de faire des choix. Et je pense qu'on est un peu sur les mêmes choses. On peut marteler les risques, ça sert pas à grand-chose. Exactement, il faut éviter la répression et miser davantage pour l'explication en fait. Ouais, ce qu'on a dit effectivement tout à l'heure, donc vraiment expliquer un maximum aux enfants. Sylvain, tu voulais repréciser quelque chose? Non, c'est tout à fait ça. Tatiana Non. maintenant. Oui, moi je pense comment est-ce qu'on peut reprendre le contrôle en tant qu'être vivant sur les deux grosses machines que sont la technologie et l'économie, et comment est-ce qu'on peut garder une place finalement qui peut consciemment avoir le contrôle de ce qu'on consomme, tout simplement. Alors ça vaut pour les écrans, mais ça vaut pour tout, c'est-à-dire être conscient de ce qui se passe derrière, des intérêts qui se jouent derrière notre clic, très conditionné, parce qu'on est quand même très conditionné à la fois par notre fonctionnement biologique et puis par notre histoire, et comment est-ce qu'on peut garder quelque chose qui aille dans notre intérêt d'être humain plus que dans l'intérêt de faire rentrer des dollars à droite ou à gauche, ou de faire vendre quelque chose. Ouais, c'est ça, enfin je rejoins complètement ça, c'est comment en fait on change de système, parce que comme on l'a dit, du coup ce modèle de captation de l'attention, c'est pas nouveau, mais ça prend de l'ampleur, et en fait tant que les incitations économiques resteront celles qu'elles sont, on continuera en fait dans cette même direction. Et on a aussi justement une classe de personnes qui sont en train de définir l'architecture de nos vies et notamment de nos vies sociales. Je pense à des personnes comme Mark Zuckerberg, etc. C'est des personnes qui sont à la base pas forcément les personnes les plus sociables du monde, et pourtant c'est ces personnes-là qui construisent nos vies sociales. Et sur les IA conversationnelles, c'est la même chose. Donc on a justement cette classe de la technologie qui a un pouvoir en fait démesuré sur le reste du population et le reste du monde. Donc on n'est pas dans un fonctionnement démocratique avec la technologie, donc on a besoin d'y passer. Et puisqu'on est dans les coulisses de notre émission, on passe sur un plan un peu plus personnel. Quel impact ont les écrans sur votre propre quotidien, que ce soit professionnel ou dans votre domaine professionnel? Est-ce que vous sentez des fois dépassé, comme Élodie a pu nous le dire dans l'émission? Est-ce que vous parvenez en tant que professionnel à en tirer le meilleur, Tatiana? Le meilleur, je sais pas. Moi, je suis d'une génération qui a vu l'arrivée de la télé, donc j'ai pas forcément grandi avec Internet, donc j'ai une certaine distance par rapport à ça. Je l'ai beaucoup vécu par rapport à mes enfants,
et à mes petits patients. Moi, je me considère pas comme très accro aux écrans parce que je m'en passe très facilement. Je perds mon portable tout le temps et c'est quelque chose d'assez facile. Mais c'est vrai que moi, ce que je retiens, c'est le côté exemplarité qu'on doit avoir par rapport aux enfants et leur besoin de vraiment lien social. On propose autre chose. Mylène, toi, est-ce que tu es dépassée par ça ou pas? Moi, je suis un peu comme toi, je pense. J'ai pas grandi non plus avec. Non, par les réseaux sociaux, je suis pas du tout. J'ai jamais accroché. En fait, j'ai beaucoup de mal. Donc, tu n'as même. pas ce problème de dépendance finalement. Par contre, les écrans, le téléphone, les recherches, j'allais y passer beaucoup de temps, oui. Mais pas les réseaux sociaux. J'ai jamais pu accrocher à ce rythme, en fait. Victor, toi qui n'es pas de la même génération. Oui, et je sens effectivement une forme de dépendance, et c'est aussi ça qui me permet d'en parler, c'est que les problématiques d'addiction dont on parle, je les ai évidemment ressenties sur moi-même. Je vois du coup à peu près comment ça fonctionne, et comme moi je crée justement du contenu sur Internet, je ressens justement je ressens aussi une forme d'addiction. Et donc, en fait, j'essaye de trouver le curseur entre utiliser les réseaux sociaux pour communiquer et pas trop les utiliser. Et donc, le curseur est très difficile à placer. Et je pense que c'est aussi très difficile d'utiliser une drogue tous les jours sans tomber accro. Donc, voilà. Je sais que j'ai pas une utilisation parfaite de ça. Je pense que c'est très difficile d'en avoir une. Mais m'informer dessus et travailler dessus, ça me permet quand même d'instaurer une. Et au final, distance. finalement, tu crées du contenu, un peu comme Elodie, et donc tu es obligé finalement d'utiliser des petites techniques pour accrocher les gens. Ouais, exactement. Donc c'est un peu paradoxal. Tu prêches la paroisse pour pas être addict, et finalement, il faut que tu essayes de rendre un minimum addict les gens pour regarder tes vidéos. Ouais, exactement. Donc c'est très, ça peut paraître effectivement très paradoxal, mais en fait, je préfère créer des vidéos qui sont vues un peu par des gens pour essayer de les faire sortir des écrans et les reconnecter un peu au monde réel, plutôt que de laisser la place libre à uniquement des créateurs de contenu qui ne parlent pas de ce sujet. En fait, si on a envie de mettre ce sujet sur la table, on est obligé à un moment donné de passer par les gardiens du net, et c'est les gardiens du net. Et je vois pas trop d'autres solutions, quand bien même ça crée des paradoxes. Donc pour retrouver tes vidéos, c'est sur ta chaîne YouTube La Fabrique Sociale. Elodie, toi, j'allais dire contenu, capter l'attention, mais pour la bonne cause, pour faire de la prévention, pour donner de l'information, pour protéger finalement ce public vulnérable. Et Sylvain, du coup? C'est aussi une histoire de paradoxe pour ma part où personnellement, j'avais pas de compte Facebook, j'avais pas Instagram, j'avais rien. Et en fait, c'est mon travail qui m'y amène. Et parce que certains jeunes peuvent utiliser certains supports pour échanger. Et c'est absolument pas l'idée de me servir d'eux comme excuse. Mais c'est vrai que c'est mon travail qui m'amène à passer du temps sur l'ordi. Et d'ailleurs, je suis en visio avec vous ce soir. Là, c'est pour la bonne cause. C'est pour en parler. J'espère. Et c'est pareil, c'est professionnel. Mais je n'y vois pas non plus que du mauvais, en fait, que du négatif dans ces écrans. Donc, bien sûr, mais il y a des choses qui sont très bien. On parle plus de cette idée de surexposition. D'abus, en fait, d'extrême, finalement. Ouais, c'est ça, plutôt. Vous avez été nombreux, comme d'habitude, à participer à nos sondages sur ce sujet. Vos réponses nous éclairent sur vos habitudes et perceptions. Notre première question était: pensez-vous passer trop de temps sur votre téléphone ou vos écrans au quotidien? Et vous avez été 84% à répondre que oui. Est-ce que ce chiffre vous surprend? Est-ce qu'il reflète, selon vous, une prise de conscience collective ou une simple réalité d'aujourd'hui? Moi, ça me surprend pas du tout, pour le coup. Ça me surprend pas du tout. C'est plutôt pourquoi c'est pas 100%. En fait. Ouais. C'est presque ça, en fait, la question. C'est presque 84%. C'est presque pourquoi c'est pas 100%. Et en fait, parfois, je m'étonne de voir encore qu'il y ait des sortes de marchands du doute sur Internet qui disent que finalement l'addiction aux écrans ou les problèmes aux écrans, on sait pas trop, etc. Comme il y a pu avoir des marchands du doute au niveau du climat, au niveau du tabac par le passé, alors que parfois en fait il suffit pas d'attendre que toutes les études internationales confirment le fait qu'il y a un problème avec les écrans. Il faut sortir de chez soi et regarder juste le comportement des gens. Moi, mon expérience quotidienne, c'est juste de voir en fait une société qui est accro aux écrans. Ouais. Ça se voit clairement sur les jeunes à la sortie des collèges, des lycées. Les gens. Les jeunes sortie du bus scolaire. Oui. Dans le bus, partout en fait. C'est
Après, est-ce que c'est une prise de conscience? Je suis pas sûr non plus. Le fait que 84% des gens répondent oui, bon, c'est quasiment la totalité des gens. C'est tout, oui, c'est trop. Non, mais ça veut quand même dire que la majorité des gens, une très grande majorité des gens, se rend compte finalement qu'elle y passe trop de temps. Oui, assume. C'est aussi ce qu'on dit tout le temps. Est-ce qu'il y a vraiment une réflexion derrière en termes de prise de conscience? Je suis pas sûr. On a des fois l'impression que c'est un peu une fatalité, quoi. Oui, je sais, je suis trop devant les écrans. Et puis après, on il n'est se pas passe rien. acteur, on subit. Voilà. Et le truc, c'est que la prise de conscience vient souvent après coup. C'est-à-dire que quand on sort son portable, on n'en est pas forcément conscient. On va scroller sur TikTok, on n'en est pas forcément conscient, complètement hypnotisé. Et puis effectivement, après qu'on en soit sorti, là, on se dit, j'ai passé beaucoup de temps. Mais c'est pas pour ça que le lendemain, on va pas refaire la même chose, quoi. Ouais, j'ai des patients qui me disent, je commence à scroller, je lève les yeux et c'est déjà passé 2 ou 3 heures. Ouais, c'est dingue. On a également posé une autre question, un deuxième petit sondage. Quel est l'écran que vous utilisez le plus souvent? Bon là, ça va être assez tranché, hein, pareil. Hein. Vous êtes 68% à avoir répondu le smartphone, 20% l'ordi, 10% la télé et 2% les tablettes ou autres appareils. Comment vous analysez un petit peu ces chiffres? Est-ce qu'ils sont vraiment représentatifs de l'expérience générale, hein, de ce qu'on peut observer autour de nous finalement? Je pense que c'est assez représentatif, ouais. Ça m'étonne presque que la télé soit à 10%. Elle garde 20% la télé. À 20%, ok. Ouais. Non, 10%. Non, oui. Okay. C'est l'ordi. L'ordi quand même. Les gens ont des ordis. L'ordi, et pour le travail aussi, souvent, c'est l'ordi. C'est ça. Après, parfois, il y a plusieurs écrans en même temps aussi. Hein. Donc là, c'est vraiment pour une répartition des 100%, parce que 68% le smartphone, en réalité, c'est quasiment tout le monde, finalement. Ouais, parce qu'il est dans la poche, il est tout le temps accessible à chaque fois, en fait. Donc oui, c'est pas des chiffres du tout qui vous interpellent. C'est pas choquant du tout pour moi. Ouais. Non, c'est clair. Donc plutôt les 84%, ça à la limite, c'est pourquoi c'est pas 100% des gens qui se rendent compte au final que on y passe trop de temps. Ouais. Et du coup aussi à voir comment justement ça se développe, parce que là on parle des casques de réalité virtuelle qui commencent à entrer justement sur les marchés, les mondes connectés, etc. Donc ça va être intéressant et un peu dangereux aussi à suivre tout ça. Okay. Donc les casques de réalité virtuelle, typiquement de Facebook par exemple, les Meta par exemple, on va les citer, il y en a plusieurs. Ou celui d'Apple aussi qui est pas mal. Apple, oui, je sais plus quoi là, oui. Ou celui de plusieurs marques puisque non radio. Ou celui d'Apple. Donc là, on est vraiment à l'aboutissement de ce dont on parlait quand on parlait de Technococon. C'est genre vraiment là, on est dans le monde en 3D, quoi. On est dans le monde en 3D. On est vraiment dans le monde virtuel, dans le métaverse presque, finalement. Ouais. Un petit peu comme dans certains films de science-fiction dont on parlait hors antenne. Ready Player One. En fait, je crois que comme dans toute technologie, il ne faut pas diaboliser, mais il faut bien l'utiliser. C'est toujours pareil. Hein. Donc on verra. Après, il y a des applications côté médical, par exemple, pour la réalité virtuelle, qui sont extrêmement intéressantes. Oui, tout à fait. Que ce soit pour la rééducation, pour la chirurgie, il y a des trucs absolument formidables. Mais voilà. Même en thérapie, on revient sur la question du sens. Pourquoi on fait les choses? Eh oui, effectivement, le sens, pour voir comment on peut sortir peut-être de cette cyberdépendance. Il nous reste moins de 2 minutes, l'occasion parfaite alors pour échanger avec vous, notre ressenti et vous dévoiler les coulisses de cette émission. Alors Luc, pourquoi avoir choisi ce sujet? Comment nous est venue cette idée? Eh bien, la cyberdépendance, ça nous parle clairement à tous, que ce soit dans notre quotidien. On voulait aborder ce sujet avec la touche. Faut qu'on en parle, sortir des chiffres un petit peu froids pour donner la parole à ceux qui vivent et qui observent cette réalité finalement au quotidien, qu'ils soient parents, experts, jeunes. Oui, et puis en discutant, on a réalisé qu'il y avait beaucoup de facettes à explorer, des impacts psychologiques aux relations sociales, en passant par les solutions pour mieux encadrer l'utilisation des écrans. C'était important pour nous de sortir des clichés pour apporter une discussion honnête, concrète et on espère inspirante. Oui, comme toujours, notre objectif, c'était de vous faire réfléchir surtout, mais aussi vous donner des pistes, des conseils et pourquoi pas des clés finalement pour aborder cette problématique différemment dans votre propre vie. Alors si notre émission a pu ouvrir un dialogue chez vous entre amis ou en famille, ou si elle vous a donné des idées pour mieux gérer l'omniprésence des écrans, on peut dire que notre mission est accomplie. C'était Faut qu'on en parle la suite et on espère que ce moment passé ensemble vous a plu. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle enquête. Merci pour votre fidélité et à très bientôt. Bye bye bye.